Paragraphe 2. L'indivisibilité. Aux côtés de la solidarité, il existe un autre type d'obligation caractérisé par une pluralité de sujets. Il s'agit de l'obligation à prestation indivisible. L'indivisibilité est cependant une figure beaucoup moins répandue que la solidarité, même si les deux peuvent se cumuler au sein d'un même contrat. Le Code civil ne lui consacre d'ailleurs qu'un seul article, qui est l'article 1320. Comme la solidarité, l'indivisibilité peut être active, c'est-à-dire toucher une pluralité de créanciers, ou alors passive, c'est-à-dire concerner une pluralité de débiteurs. C'est à ce dernier cas, plus fréquent, que nous allons nous intéresser. Même si le législateur n'a même pas daigné donner de définition à l'indivisibilité, on déduit cette définition du titre du paragraphe du Code contenant l'article 1320. Il s'agit de l'obligation à prestation indivisible. Il s'agit donc d'une obligation dont le paiement ne peut être fractionné. Nous en aborderons tour à tour et rapidement les sources, grand A, puis le régime, grand B. Grand A, les sources de l'indivisibilité. Le cas le plus évident est celui d'une obligation portant sur un objet unique insécable. Par exemple, il est évident que la vente d'un bien unique, insusceptible d'être divisé, relève de l'obligation à prestation indivisible. Le transfert de propriété et la livraison ne peuvent intervenir que d'un seul tenant. Ils sont indivisibles et cette indivisibilité est dite par nature, pour reprendre l'expression de l'article 1320. De même, on enseigne que les obligations de ne pas faire font partie de cette catégorie des obligations indivisibles par nature. Mais l'article 1320 mentionne aussi une autre source de l'indivisibilité. Elle peut être conventionnelle. Cela vise les hypothèses dans lesquelles la prestation n'est pas indivisible par nature, mais les parties décident de la considérer comme telle. Par exemple, il s'agira de la vente et de la livraison de deux biens distincts, mais que les parties décident de rendre inséparables. De ce fait, l'exécution ne peut être fractionnée. Il ne peut y avoir de paiement partiel, même si, dans l'exemple précédent, l'un des deux biens est livré, mais pas l'autre. Grand B, le régime de l'indivisibilité. L'article 1320 du Code civil reste assez peu prolixe sur le régime de l'indivisibilité. Comme on l'a vu, le fait que la prestation soit indivisible permet au créancier de refuser un paiement partiel. Mais finalement, cela importe peu. De toute façon, l'article 1342-4 du Code civil dispose que le créancier peut refuser un paiement partiel même si la prestation est divisible. Donc, de ce point de vue, l'indivisibilité n'apporte rien de plus. Par ailleurs, l'article 1320 prévoit que chacun des débiteurs d'une telle obligation en est tenu pour le tout, mais qu'il a ses recours en contribution contre les autres. Ces éléments de régime n'apportent rien de plus par rapport à la solidarité passive. Les effets principaux de l'indivisibilité sont les mêmes que ceux de la solidarité passive, à savoir
l'obligation au tout de chacun des débiteurs. Et cela implique, on le sait, que le créancier peut demander l'exécution du tout à chacun d'entre eux selon son choix. Puis, le débiteur solvens a un recours contre ses codébiteurs afin que la contribution définitive de chacun à la dette soit égale à sa part dans la dette. Le recours sera soit fondé directement sur l'article 1320 qui le prévoit, soit sur la subrogation. Finalement, la particularité de l'indivisibilité et tout son intérêt pour le créancier figure dans l'alinéa 3 de l'article 1320. Ce texte précise que ces règles s'appliquent pour chacun des successeurs des créanciers ou débiteurs. Il faut bien comprendre qu'en cas de solidarité passive, chacun des débiteurs est tenu pour le tout, on l'a vu. Mais cette obligation au tout cède partiellement en cas de décès de l'un ou l'autre des codébiteurs. À la suite de ce décès, en effet, plusieurs héritiers sont susceptibles de recueillir sa succession à hauteur de différentes quotes-parts. Ces héritiers vont prolonger la personnalité du défunt. Mais entre ces héritiers, les dettes du défunt vont se diviser. Soit par exemple une dette solidaire de 100 au total. Et la part des codébiteurs A, B et C est respectivement de 50, 30 et 20. Dans notre hypothèse, A décède et il laisse derrière lui deux héritiers, D et E, chacun recueillant une quote-part de la moitié de la succession. Il faut alors distinguer deux choses. D'abord, la solidarité subsiste entre d'un côté B, de l'autre C, et de l'autre enfin les héritiers de A. Donc, le créancier peut demander le paiement de la totalité, il peut demander le paiement de 100, soit à B, soit à C, soit aux héritiers de A. Mais ensuite, la solidarité cède entre les héritiers de A. Et donc, si le créancier décide de s'adresser à eux pour obtenir le paiement, il devra diviser ses poursuites et demander le paiement à D à hauteur de 50 et à E à hauteur de 50 également. Alors certes, le créancier a également la possibilité de demander 100 à B ou à C. Mais il n'y a pas toujours intérêt en fonction de la solvabilité des uns et des autres. Et cela permet de mettre en évidence le point faible de la solidarité. Ces effets ne sont que partiels et donc ils sont moins efficaces en cas de décès de l'un des codébiteurs. L'indivisibilité permet de pallier cet inconvénient, puisqu'elle perdure en dépit du décès de l'un des débiteurs. Et donc, dans le cas de figure précédent, le créancier conserve toutes ses chances d'être désintéressé. Il pourra demander le paiement du tout à B, à C, mais aussi à D ou à E, les héritiers. Pour cette raison, une clause avantageuse pour le créancier sera celle prévoyant tout aussi bien la solidarité que l'indivisibilité en cas de multiplicité de débiteurs. Et de cette façon, le créancier se trouve très largement prémuni contre le risque d'impayé.